à tous. Merci à vous de vous être inscrits à ce webinaire. Je suis Shaoul Maricard, chef de projet alternance à l'OPCO-EP. Je suis ravi d'introduire ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'alternance inclusive, comment recruter et intégrer un alternant en situation de handicap. Pour m'accompagner dans l'animation de ce webinaire, je suis accompagné de Florence Lafa de l'AGFIP, référente entreprise à l'AGFIP Normandie, Claire Chotard, qui est chargée de relations employeurs au Cap Emploi 27, mais également d'Éric Dehé, délégué emploi et formation dans les Hauts-de-France. Et bien évidemment, nous avons le privilège d'accueillir Monsieur Jean-Michel Froger, dirigeant de l'entreprise Fan de Pain. Quelques infos pratiques par rapport à ce webinaire. Ce webinaire est sur une durée d'1 heure. Ce webinaire est enregistré. La présentation de ce webinaire vous sera envoyée suite à la fin du webinaire. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le webinaire, vous pouvez couper vos caméras. Et également, vous avez la possibilité de poser des questions avec le bouton QR, questions-réponses, mais également via la conversation sur le bouton Teams. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible pour vous. Et bien évidemment, il y aura un temps d'échange qui sera possible à la fin de ce webinaire sur les 10 dernières minutes. Également, je voulais vous préciser que ce webinaire, il a été conçu en partenariat avec l'AGFIP et Cap Emploi. Donc, avec nos 3 réseaux OPCO-EP, Cap Emploi et l'AGFIP, nous mutualisons et mobilisons nos moyens au service des entreprises dans les territoires. Donc, à ce titre, aujourd'hui, nous avons 2 régions qui sont représentées, la Normandie et les Hauts-de-France. Sans plus attendre, je vais vous préciser aujourd'hui les intervenants, je vous les ai présentés. Donc, au programme de ce webinaire, ce que nous verrons aujourd'hui, c'est quelles sont les bonnes raisons pour une entreprise d'opter pour la voie de l'alternance. Mais également, on va revenir sur la notion du handicap. Nous avons tous des préjugés, des idées reçues sur le handicap. Mais qu'en est-il de la situation du handicap en France ? Nous ferons un focus sur le contrat d'apprentissage aménagé. Et après, on aura le privilège d'avoir le témoignage de l'entreprise Fan de Pain de M. Jean-Michel Froger, qui a franchi le cap, qui a recruté un alternant en situation de handicap. Donc, il nous racontera son expérience. Et après, nous verrons également pour un employeur quel accompagnement peut être apporté à un employeur pour sécuriser l'embauche d'un alternant en situation de handicap. Et nous viendrons également sur l'accompagnement qui peut être apporté par l'OPCO-EP pour le recrutement de cet alternant-là, et également, bien évidemment, les aides et les services, financiers de l'AGFIP qui sont proposés pour accompagner ce recrutement inclusif. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Éric Dehé qui va nous présenter en quelques mots l'activité de l'OPCO-EP, mais également nous donner les bonnes raisons pour choisir le recrutement d'un alternant en situation de handicap. Bonjour à tous, merci Shaoul. Alors, je ne sais pas, petit détail peut-être technique, mais il n'y a pas un support peut-être à partager. Moi, je ne vois pas le support. Est-ce que le... Voilà. Merci Shaoul. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je suis délégué alternance emploi en Hauts-de-France. Comme l'a dit Shaoul, on est 2 régions représentées aussi, mais ici aujourd'hui, mais toutes les autres sont bienvenues évidemment. Hein, si vous êtes de toutes les régions, il n'y a pas de problème. Et je ne voulais pas commencer à parler sans avoir une pensée pour ma collègue justement normande Audrey Bromont-Faquet qui a participé très activement au contenu de ce webinaire et a collaboré avec l'AGFIP et Cap Emploi en Normandie pour le construire.
Donc, comme le disait Shaoul, l'OPCO-EP que vous connaissez, j'espère, en majorité, est votre interlocuteur privilégié pour le développement des compétences de votre entreprise. On a un déploiement qui se fait sur l'ensemble du territoire national, DOM et DROM compris. Et notre vocation, c'est vraiment de vous accompagner sur vos besoins en compétences, soit pour développer ceux de vos salariés déjà présents en entreprise, soit pour vous en apporter, contribuer en tout cas à vous en apporter des nouvelles, des compétences via l'insertion notamment en alternance qui représente une grosse partie de notre activité. Nous sommes là pour vous conseiller au travers de ce réseau de proximité. Chacun d'entre vous autour de la table, on va dire, a son conseiller, hein, normalement, et également des assistantes qui sont là, des gestionnaires de dossiers qui sont à votre disposition pour gérer et traiter les dossiers que vous pouvez nous faire parvenir. Et donc, au fil de l'année, nous vous proposons des services adaptés et personnalisés, des diagnostics, des actions collectives, mais également de la mise en relation avec différents partenaires qui sont autour de nous pour vous aider dans le cadre de ce développement des compétences. Donc, je pense qu'on peut passer. Comme l'a dit Shaoul, donc, alors, un petit résumé de ce que je viens de dire, vous avez au niveau du handicap, en tout cas, un interlocuteur qui est un référent handicap par région, qui est bien souvent le référent alternance, tel que je le suis pour les Hauts-de-France, un conseiller qui vous est dédié. On reviendra quelques instants tout à l'heure sur notre dernier né, notre outil, le hub de l'alternance, dont la vocation est de mettre en relation les entreprises, les alternants et les CFA pour matcher, hein, pour essayer de contribuer à la conclusion de contrats en alternance. Vous avez sur notre site non seulement une page, mais pratiquement, on va dire, un chapitre complet dédié au handicap, avec la mise en relation possible avec nos partenaires, un pré-diagnostic établi par la GFIP également. Donc, je vous incite à y aller. Et puis, des services en ligne, là, c'est plus concrètement pour faire vos demandes de financement, certainement que la majorité d'entre vous l'ont déjà utilisé. Et puis, je vous conseille, si ce n'est déjà fait, de vous inscrire et de vous abonner à nos lettres d'information sur lesquelles vous avez foultitude également d'informations régulièrement. Première question, donc pourquoi miser sur l'alternance? Nous avons trouvé 5 bonnes raisons, il y en a certainement plein d'autres, hein, mais en tout cas, la première raison, c'est de renforcer votre équipe. Si vous recrutez en alternance, le premier mot, c'est le recrutement, c'est que vous en avez besoin, hein, et donc pour renforcer votre équipe, c'est une des meilleures façons. Développer votre activité grâce à de nouveaux talents, hein, l'alternance, même si on peut connaître des contrats de professionnalisation pour des personnes de plus de 26, même de plus de 30 ans, eh bien c'est quand même l'apport de la jeunesse dans votre entreprise, de compétences et d'un dynamisme nécessaire pour renouveler souvent les pyramides des âges qui ont parfois tendance, pour les 68 heures comme moi notamment, à prendre une dimension un petit peu inquiétante, hein, avec le haut plus développé que le bas. Transmettre les métiers et la culture de votre entreprise, c'est fondamental, hein, dans le cadre de la pérennité de votre entreprise. On a beaucoup de petites entreprises, nous, mais aussi des plus importantes où on sait que les métiers sont fondamentaux. La connaissance des métiers, un départ en retraite peut risquer, hein, parfois même, de faire disparaître l'entreprise si les savoirs n'ont pas été transmis. Pour recourir à l'alternance, ça peut être aussi un acte un peu militant en favorisant l'insertion des jeunes, hein, et des moins jeunes notamment, et renforcer l'attractivité de votre entreprise. Une entreprise qui recrute et qui véhicule une image de recrutement régulier en alternance, ça contribue aujourd'hui, c'est important, à attirer les jeunes. On sait qu'on est dans un monde où l'attractivité est très importante, puisque même si on revient un petit peu là-dessus aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà trouvé un emploi et des entreprises qui recherchent plus d'offres d'emploi aujourd'hui que de demandes d'emploi. Donc, pour renforcer cette attractivité, le recours à l'alternance est très important, tout en maîtrisant le coût de cette nouvelle embauche, puisqu'on le verra tout à l'heure, différentes aides, différents supports qui viennent de l'État, de nous-mêmes ou de la GFIP peuvent restreindre le coût de cette nouvelle embauche. Voilà, je passe tout de suite maintenant la parole à Florence, donc, qui va commencer à parler concrètement du handicap et des préjugés qui sont véhiculés à ce niveau-là. À toi, Florence. Merci Eric. Effectivement, à ce stade de notre webinaire, ce que je vous propose là maintenant, c'est de prendre quelques minutes pour comprendre ce que recouvre le handicap, au-delà des idées reçues et des préjugés.
Donc c'est vrai que quand on parle de handicap, on a souvent des images qui nous viennent spontanément à l'esprit. On pense plutôt aux personnes avec une canne blanche, on pense plutôt au fauteuil roulant ou aux personnes déficientes mentales. Bref, le handicap, il est souvent réduit à un handicap lourd et visible, ce qui renvoie à l'idée que l'intégration d'une personne handicapée est souvent beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est en réalité. Et donc, de fait, en réalité, le handicap recouvre une diversité de situations. Mais il est vrai que le handicap est une notion que parfois on a un petit peu de mal, en fait, à appréhender. Et c'est la raison pour laquelle les idées reçues et les représentations sont fortement ancrées. Et du coup, les personnes en situation de handicap sont souvent victimes de nombreuses idées reçues ou de représentations, qu'elles soient négatives ou positives. Alors, notre vision, elle est souvent caricaturale et négative sous l'angle de l'emploi, où on va mettre en avant les difficultés, l'absentéisme, la moindre performance. Et à l'inverse, les idées reçues ou les stéréotypes sont plutôt positifs quand on est sur une dimension affective. Et là, on va mettre en avant le courage des personnes en situation de handicap, leur volonté, leur motivation. De fait, qu'elles soient péjoratives ou hyper positives, ces représentations, elles réduisent la personne à sa situation de handicap et du coup, elles influencent nos comportements et ces comportements sont à l'origine de discrimination. Donc l'important, bah, c'est de bien prendre conscience de l'impact de nos stéréotypes, de nos préjugés, de comprendre finalement les mécanismes qui s'opèrent dans notre cerveau pour in fine les désamorcer et éviter les discriminations. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors, que fait notre inconscient? Que fait notre cerveau? Inconsciemment, notre cerveau, il va opérer un schéma en 4 étapes. Vous les avez là sur cette slide. Tout d'abord, la catégorisation. Donc, pourquoi? Parce qu'on est sursollicité, on a une avalanche d'informations au quotidien, et donc on va avoir tendance à catégoriser, à classer, pour simplifier finalement la réalité. Donc il y a de fortes chances pour que notre cerveau crée un dossier qu'il va imager pardon, par une photo probablement d'une personne en situation de handicap en fauteuil roulant. Et il va ensuite lui attribuer un stéréotype. Donc un stéréotype, c'est en quelque sorte une image, une représentation, mais cette image, c'est une image mentale qui va rester là, qui est fixe et qui va résister finalement à tout changement, à toute remise en cause. Donc vous le voyez là sur cette petite slide, ça pourrait être par exemple l'image du français, avec la baguette de pain dans une main, le litron dans l'autre main, le béret sur la tête, la clope au bec, et puis un escargot à ses pieds, parce que c'est bien connu, tous les Français mangent des escargots. Et à partir de ces stéréotypes-là, on va construire un préjugé, donc préjugé. C'est une opinion, un préjugé qui est une opinion préconçue, qui va porter sur un objet, un individu. Et le préjugé, ben, il engendre la discrimination. Et la discrimination, c'est en quelque sorte le passage à l'acte quand on met en œuvre une décision en fonction d'éléments qui ne sont qui relèvent finalement du préjugé et non d'une situation avec des éléments objectifs. Donc, ramener au handicap, on pourrait dire, voilà, on pourrait catégoriser les personnes handicapées avec l'image du fauteuil roulant, l'associer au fait que les personnes handicapées sont plus fragiles, plus diminuées, plus souvent absentes, moins productives que les personnes valides. Et donc, au travail, il est difficile de se fier aux personnes handicapées parce qu'elles sont plus souvent absentes, pas autonomes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de ne pas recruter de personnes handicapées. Voilà, donc plutôt que de rester sur ces préjugés, il faut donc les briser, miser sur la diversité et les compétences pour enrichir l'entreprise. Alors, pour tirer un trait sur les idées reçues, je vais vous donner quelques éléments chiffrés sur la diversité du handicap. D'ailleurs, à la GFIP, plutôt que du handicap, nous, on préfère parler des handicaps, car il existe plusieurs types de handicap et que les personnes handicapées ne forment pas un groupe homogène sans distinction. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 10 millions de personnes
qui s'estiment être en situation de handicap. Et sur ces 10 millions, il n'y en a que 2,9 millions qui ont une reconnaissance administrative du handicap. Et donc, on considère aujourd'hui qu'il y a donc 7 grandes familles de handicap. Vous les voyez sur cette slide avec les petits pictogrammes là, qui sont associés pour chacun. Donc le plus connu, bah, c'est le petit pictogramme de la chaise roulante qui est associé au handicap moteur. Et donc le handicap moteur représente 45% des handicaps. On trouve ensuite, donc pour 20%, les maladies invalidantes, pour 12% le handicap, 13%, pardon, le handicap psychique, 8% le handicap mental, le handicap auditif, 7% le handicap mental, 5% le handicap visuel, et puis de manière un petit peu plus anecdotique, à 2%, le handicap cognitif. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde ces chiffres, juste, je voulais juste terminer, quand on regarde ces chiffres, c'est que le handicap psychique, il représente que 13%. Mais en réalité, dans la population aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui sont concernées par le handicap psychique, mais on va beaucoup moins faire reconnaître son handicap psychique que son handicap moteur, par exemple, parce que c'est beaucoup plus difficile à prouver. Donc il y a une surreprésentation du handicap moteur par rapport aux autres types de handicap, parce que là, on est vraiment en plein dans les tabous et qu'il faut pouvoir justifier, par exemple, de son handicap psychique. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de sensibiliser à la variété, à la diversité des handicaps pour mettre en confiance, pour rassurer, pour expliquer de l'intérêt de communiquer sur le sujet en entreprise. Éric, je te cède la parole. Je crois que tu vas nous parler du contrat d'apprentissage aménagé. Oui, merci Florence. Bon ben voilà, maintenant que vous n'avez plus de préjugés, maintenant que toutes les idées reçues ont été battues en brèche, on va pouvoir passer concrètement à la conclusion du contrat. Et donc, pour vous rassurer, et pour vous présenter ce qu'il est possible de faire, je vais vous expliquer un peu que le contrat d'apprentissage au bénéfice d'une personne porteuse de handicap, eh bien, c'est d'abord un contrat classique, mais il peut bénéficier d'aménagements qui vont dans le sens d'une conclusion facilitée, en gros. Donc, il y a quand même des choses auxquelles on ne peut pas déroger, hein, et notamment un contrat d'apprentissage pour une personne porteuse de handicap, et bien, il a le même objectif que pour tous les autres, hein. La formation initiale, elle doit quand même être celle l'objectif doit être la délivrance des titres ou d'un diplôme qui est inscrit au répertoire des certifications professionnelles. Donc ça, on ne peut pas déroger à ça. Qui peut en bénéficier? Eh bien, tout candidat à l'alternance à partir de 16 ans, disposant d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Mais là, ça a été un peu élargi depuis le 1er janvier 2024 à des catégories de personnes qui bénéficient de versements d'allocations, notamment adultes handicapés. Et donc là, on peut élargir ce champ. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin absolument de la reconnaissance, même si on incite quand même les gens à se faire reconnaître, hein, les personnes. Alors, quels aménagements concrètement peuvent être faits? D'abord, une absence de limite d'âge, hein, contrairement au dispositif classique où eh bien, on ne peut pas aller au-delà de 29 ans, 29 ans révolus pour un jeune en contrat d'apprentissage. Eh bien là, il n'y a pas de limite d'âge, donc toute personne peut bénéficier éventuellement d'un contrat d'apprentissage. On peut également enregistrer comme aménagement l'allongement de la durée du contrat pour justement tenir compte du handicap de la personne recrutée, et puis un accompagnement dédié que je vais détailler un petit peu là, notamment la part du CFA. On peut rajouter à ces trois plots un quatrième qui est la possibilité d'avoir une personne à temps partiel. C'est un des seuls cas dans le cadre du contrat d'apprentissage où après validation de la médecine du travail, on n'est pas obligé de recruter la personne à temps plein. La rémunération, elle était tout à fait classique par rapport aux autres publics, et la durée également, sauf l'allongement nécessaire, comme on l'a vu il y a quelques instants. Donc voilà, c'est un contrat classique, de toute façon, avec des aménagements possibles quand ils sont souhaitables. Alors, il faut savoir qu'autour de vous, vous avez aussi des spécialistes, et notamment dans les CFA, les centres de formation d'apprentis, qui bénéficient tous d'un référent handicap. C'est une obligation depuis la loi de 2018. Et donc, dans chacun de ces CFA, vous avez des référents qui sont là pour travailler
pour une éventuelle adaptation du parcours aux besoins spécifiques de l'apprenti. Les handicaps n'engendrent pas toujours la nécessité d'un aménagement du parcours, mais lorsque c'est le cas, eh bien, vous avez quelqu'un qui est spécialisé sur la question à l'intérieur de chaque CFA. Il peut s'appuyer sur des compétences externes, des prestataires, des CFA spécialisés. Il y a des réseaux de CFA spécialisés pour adapter ce parcours. Il bénéficie lui aussi de soutien financier, notamment de notre part, de la part des OPCO, pour travailler sur cette adaptation de parcours. Nous pouvons financer jusqu'à 4 000 € en plus du coût contrat. Et donc, certains en bénéficient, d'autres non. Il y a des CFA qui y travaillent sans forcément nous le demander. Il y en a qui nous le demandent. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent. Mais en tout cas, voilà, on demande une justification évidemment du travail effectué pour octroyer cette majoration du coût contrat. Et puis, à toutes les étapes du parcours de l'alternant, le CFA travaille sur des aménagements, que ce soit en amont de la formation pour des tests de positionnement, pendant les heures de formation avec des soutiens, des fiches qui peuvent être amenées à construire, des supports spécifiques, où là aussi, nous, on peut l'aider de temps en temps. On a un appel à projet qui permet au CFA de nous solliciter dans le cadre d'un investissement particulier pour de la pédagogie au bénéfice de personnes reconnues travaillant handicapées, en tout cas porteuses de handicap. Et puis, l'adaptation des examens. J'étais la semaine dernière dans un CFA, une chambre des métiers, pour ne pas le cacher, bien sûr, quelques centaines de candidats. Il y avait 150 adaptations d'examens. C'est un gros travail pour eux, mais ils le font. Et donc, c'est aussi à souligner l'implication des CFA dans la prise en compte de ce public spécifique. Toutes ces informations sur le hub, on va en parler. Donc, pour résumer ce qu'on a dit tout à l'heure, nous sommes là vraiment pour sécuriser le recrutement avant l'embauche, tous les partenaires autour de vous qui vont prendre la parole encore. Contribuer, le recrutement, ça peut aussi contribuer à la politique RSE. On parlait d'attractivité, la RSE, c'est également important pour les entreprises. C'est l'occasion d'obtenir une réponse à votre pénurie de main-d'œuvre. Ne recrutez pas si vous n'en avez pas besoin. Voilà, vous avez besoin de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'il faut recruter. Certains d'entre vous, au-delà de 20 salariés, peuvent aussi répondre en recrutant à une obligation légale. Là, Philippe pourra vous en dire aussi quelques mots si vous le souhaitez. Et puis, être accompagné par différents acteurs. Vous avez des acteurs autour de vous qui sont là pour vous aider, vous accompagner à chaque étape, vous mettre en relation avec des personnes. Et puis, évidemment, l'aspect financier, ne jamais négliger, limiter le coût de l'embauche par ces aides financières. Alors, en France, aujourd'hui, il y a environ 2%, si je ne m'abuse, des apprentis qui sont dans cette situation, reconnus travailleurs handicapés. Donc, 2%, ça fait 20 000 sur 1 million. Parmi ces 20 000, je pense qu'il y a Jarod, qui travaille aujourd'hui chez Fan de Pain de Monsieur Jean-Michel Froger, auquel je passe la parole. Monsieur Froger, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai rencontré Jarod suite à une animation à un four à pain dans son village. Et à force de faire 3 week-ends par an, s'est intéressé à la personnalité du boulanger, puisque je représentais à moi-même le boulanger et les autres étaient des gens comme vous, tout le monde, qui me donnaient la main. Et Jarod m'a dit un jour, il est venu me voir, un peu beaucoup timide d'ailleurs, me dire bah, je veux être pâtissier. Et il attendait ma réponse fortement positive. Et ma réponse a été bah, vas-y, fonce, donne-toi les moyens et fonce. Sauf que bah, autour de moi, j'ai appris qu'il avait des problèmes, puisqu'il était en classe de SECPA. Donc, il avait quand même des problèmes de grammaire, de calcul, de connaissance de tout ça. Donc, il a trouvé un patron, il a trouvé un CFA qui s'est engagé, celui de Chartres d'ailleurs, et il a pu avoir son CAP pâtissier. Et ensuite, il a essayé le CAP boulanger, puisqu'il y était autant qu'il continue. Et un jour, je me suis installé, j'ai ouvert ma boulangerie et je cherchais à recruter. Et par Pôle emploi, je vois Jarod Cagnot cherche du boulot. Bon, j'ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit, tu viens me voir. Et on a créé ensemble. Je dis ensemble parce que j'ai ouvert mon entreprise, je l'ai créée de toutes pièces, mais je pense à lui aussi. Tout va bien, Monsieur Froger? Monsieur Froger, on vous entend plus. Je sais. Il était avec moi, donc on a créé cette entreprise, je dis tous les deux, puisqu'il m'a bien aidé et nous avons évolué ensemble. Le seul
Le seul inconvénient, c'est que Jarod m'a demandé beaucoup de temps à expliquer, à prendre des gestes techniques, à comprendre ce que je lui demandais, à calculer, à écrire correctement, à parler, parce qu'il écrivait les mots comme il les entendait. Donc, je suis intervenu dessus pour le suivre, et ce qui fait que c'était une demande de temps énorme, en fait. En fait, c'est pas deux bras qui arrivent et puis on a tout solutionné. C'est nous sommes concernés pour le faire évoluer lui d'abord et ensuite prendre en compte ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Pour ma part, je passais beaucoup de temps avec lui, donc moi je ne pouvais pas faire mon travail. Donc, et c'est là qu'intervient les IFIP, dans le sens où ce que je n'ai pas pu faire est une perte et qui nous aide financièrement pour attraper ce temps-là. Maintenant, Jarod, j'ai mis 2 ans pour y apprendre au moins les gestes techniques avant de produire, avant qu'il soit en production. Donc, il fallait qu'il apprenne les gestes qui me demandaient énormément de temps, mais j'y suis arrivé. Et maintenant, à l'heure actuelle, Jarod est pratiquement autonome dans le fait de fabrication, mais il a toujours besoin de moi pour, euh, pour dire c'est le patron, je te demande est-ce que c'est bien, est-ce qu'on continue à faire ci, est-ce qu'on continue à faire ça. Il faut garder, on a vite fait à rentrer dans l'affectif et en fait il faut pas rentrer dans l'affectif. L'affectif c'est dehors, mais dans une entreprise, il faut garder cette hiérarchie, le patron et toi tu es là, tu as ta place, mais j'ai le dernier mot parce que c'est moi qui dirige. En fait, ça se passe très très bien, mais des fois, s'il y a un débordement, il faut rappeler que la demande est faite, il faut qu'il s'exécute. Maintenant, il est grand, et de l'âge que je l'ai rencontré, qu'il avait 14 ans, maintenant il en a 26. C'est quelqu'un de très agréable. Il est concerné par l'entreprise puisque on a évolué ensemble. Maintenant, il sait ce qu'il y a à faire. Mais je voudrais surtout signaler, c'est que prendre des gens en difficulté, on va dire entre parenthèses, ne soit pas deux bras qui arrivent pour faire fonctionner une entreprise, mais par contre, avoir conscience que c'est pour eux de les faire évoluer et non nous en profiter. Déjà, quand on a dépassé cette barrière-là, on pense plus à lui qu'il deviendra autonome parce qu'on prend soin de lui, parce qu'on lui a expliqué, parce qu'on n'élève pas la voix et on n'est pas grossier, parce que il, il avance tout doucement, mais il avance jusqu'à temps que j'ai obtenu ce que je veux. Donc maintenant, il est autonome à son poste. Et après, bah, c'est une question de discussion quand on veut créer ou faire quelque chose. Mais il est toujours là et il s'intéresse toujours à ce métier. Et je suis fier de lui, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur Claire, si tu as des Frogier. questions. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, parce que on a eu l'occasion, hein, concernant Jarod, en fait, ça fait à peu près 6 ans qu'on a travaillé ensemble sur son projet de recrutement et sur les aménagements nécessaires pour l'accompagner au quotidien. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en effet, tu l'as dit, Jean-Michel, il y a eu ce besoin de plus de temps, de pédagogie, d'accompagner Jarod dans ses tâches, et tu as la bienveillance et voilà, l'accompagnement qui lui correspond pleinement. Et ce qui est intéressant aussi dans la situation, c'est que on a pu mobiliser donc une aide financière qui s'appelle la reconnaissance de la lourdeur de handicap, donc auprès de la GFIP, et qui vient compenser justement ce temps qui est dédié à Jarod dans son évolution. Et, ouais. Et la belle réussite, c'est de se dire que 6 ans après, on est là à parler de lui et que lui, il est en train de gérer là les C'est fourneaux exact. actuellement. C'est exact. Et également, il est là ressource auprès aussi du collectif de travail pour faire tourner la boulangerie ce matin. C'est ça. On est d'accord. La particularité aussi, hein, je me permets, c'est que depuis Jarod, il y a eu d'autres belles histoires qui se sont écrites avec Oui. d'autres personnes en situation de handicap. Je suis venue plusieurs fois dans la boulangerie. J'ai même mes petites habitudes. Et, euh, et voilà, Jean-Michel a une vraie sensibilité, en l'occurrence, sur le sujet. Euh,
pour revenir hein, en tout cas sur Cap Emploi et surtout sur comment est-ce que nous, de manière très opérationnelle et au quotidien et de manière de proximité, comment on peut vous accompagner, c'est se dire aujourd'hui que vous allez avoir potentiellement des candidats qui vont venir se présenter au niveau de vos entreprises, mais également, vous pouvez aller, vous, être dans une démarche d'aller justement sourcer et rencontrer ces candidats. On a parlé tout à l'heure avec Florence d'éviter les généralités. Maintenant, c'est vrai que potentiellement, les candidats qui peuvent se présenter pour un apprentissage chez vous, ça peut être des jeunes donc, qui sont issus de scolarité ou de structures adaptées. Donc, on peut parler d'IME, d'IMPRO, d'ESAT, et qui ont eu un accompagnement qui était spécialisé au niveau éducatif ou professionnel. Donc ça, ce sont j'allais dire les petits jeunes, en tout cas, qui peuvent avoir dans les 16 ans, comme Jarod à l'époque. Ensuite, les deuxièmes publics que nous pouvons avoir, que vous pouvez recevoir en tant qu'employeur, ce sont des adultes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, un cas typique, et c'est du très concret, parce qu'on l'a vécu il n'y a pas très longtemps, un ancien ingénieur informatique qui a fait un burn-out et qui, donc, du coup, est reconnu travailleur handicapé pour cette raison-là et qui, aujourd'hui, souhaite se reconvertir et devenir pâtissier. Et donc, il va pouvoir exercer ce nouveau métier en passant par l'apprentissage. Il a 50 ans et donc c'est vraiment pour le coup un adulte en reconversion professionnelle. Donc c'est aussi le public qui est accompagné par Cap Emploi. Ce sont ces adultes qui ne peuvent plus exercer leur ancien métier de par leur situation de santé et qui s'écrivent une nouvelle vie professionnelle. Les troisièmes publics que vous pouvez avoir comme candidats auprès de vos entreprises, ce sont tout simplement des personnes de reconnaissance travailleurs handicapés et qui sont en situation de handicap avec une mobilité professionnelle. Donc aujourd'hui, depuis toujours, j'ai été vendeuse et j'ai le souhait d'évoluer, de devenir conseillère en insertion professionnelle. Voilà, même si j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, j'ai le droit à ce changement de chemin professionnel au cours de ma vie. Ce qui est important à savoir, et on en parlait avec Jean-Michel tout à l'heure, c'est que les personnes donc, en situation de handicap, elles peuvent prétendre à l'apprentissage quel que soit leur âge. Donc, on peut avoir des jeunes de 16 ans, mais on peut avoir des personnes de 50 ans qui suivent un apprentissage. Pour sécuriser justement ce projet de recrutement, ce qui va être important, c'est de bien identifier, vous, en tant qu'employeur, quel est votre besoin en recrutement. Vous connaissez vos postes, vous connaissez votre environnement de travail. Donc ça, c'est hyper important de le mettre vraiment sur de le rendre factuel. On parle souvent de travail prescrit et de travail réel. Ce qui va intéresser votre besoin en recrutement, en tout cas, c'est bien d'identifier quel est le travail réel. Et là, un conseiller Cap Emploi peut vous accompagner également pour identifier quelles sont les contraintes de l'environnement de travail. Parfois, on est la tête dans le guidon et on ne s'en rend plus compte. Et le fait d'avoir ce regard externe permet d'identifier les contraintes et du coup, qu'on puisse nous mieux cibler les candidats. Ensuite, une fois que vous aurez vous faites un entretien de recrutement avec un candidat en situation de handicap, qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la question, c'est quoi votre handicap, c'est quoi votre maladie, on n'a pas le droit de la poser. Et d'ailleurs, si je vous dis que j'ai la chorée de Huntington, ça ne va rien vous dire. Par contre, de savoir quelles sont les conséquences de mon handicap sur mon activité de travail, c'est ça qui va vous intéresser en tant qu'employeur. Donc, c'est là, en tout cas, où sur un entretien de recrutement, vous avez toute l'attitude à aller creuser des conséquences, des répercussions du handicap sur mon activité de travail. Enfin, une fois que vous avez rencontré votre candidat et que vous vous dites « j'ai quand même un bon petit coup de cœur », moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller visiter le poste avec lui, de lui proposer une visite du poste, voire même de faire une journée d'immersion. Donc, il existe des dispositifs qui s'appellent Duo-Day. On en a tous parlé, parce que c'est une fois par an pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc le Duo-Day, mais il existe aussi un jour un métier, qui est un dispositif de la GFIP et qui permet pendant une journée de faire un vie ma vie
avec une assurance à la fois pour vous et à la fois pour le candidat qui vient participer à cette journée d'immersion. Ensuite, on a les PMSMP, que tout le monde connaît, bien évidemment, une période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est des stages d'immersion qui durent 1 semaine ou 15 jours, conventionnés, non rémunérés et prescrits par un acteur du réseau pour l'emploi, donc que ce soit Cap Emploi, la mission locale ou France Travail. Et enfin, pour sécuriser votre projet de recrutement, il y a la possibilité donc d'utiliser justement ces périodes d'immersion pour qu'un conseiller Cap Emploi vienne voir la personne en activité de travail et qu'on puisse déjà identifier s'il y a des besoins, lesquels et comment les mobiliser. Une fois que tout ça, c'est validé, tout est au vert, vous avez votre candidat, vous avez identifié s'il y avait des besoins, vous avez fait voir le poste, vous avez fait voir le travail réel qui est proposé à votre candidat. Ce qui va être très important, c'est de prendre un rendez-vous avec les services de prévention et de santé au travail pour que votre futur apprenti donc, soit vu en visite d'embauche en indiquant bien qu'il y a une reconnaissance travailleur handicapé. Donc, du coup, votre apprenti sera vu par le médecin du travail qui émettra l'aptitude au poste et si il y a besoin d'aménagement de poste. Donc, ça, c'est très, très, très important. Ensuite, ce qui sera idéal, c'est qu'il y ait une visite de poste qui soit effectuée donc avec le service de prévention de santé au travail, ça peut être un préventeur, avec également Cap Emploi, pour pouvoir voir l'opérateur en activité de travail. Ça va être indispensable, en tout cas, pour sécuriser l'intégration de votre apprenti, comprendre ce qu'il fait et voir s'il y a des aménagements possibles. Deuxième chose aussi, et Jean-Michel, je sais que tu l'as fait parce que j'étais présente, c'est que tu as sensibilisé aussi ton collectif de travail. Donc, dans l'idéal, c'est également que l'apprenti soit présent et qu'il puisse parler de sa situation et de ses besoins. Mais voilà, c'est important parce que, comme l'a dit Florence tout à l'heure, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc, quand vous allez intégrer votre apprenti travailleur handicapé, potentiellement, ça ne va pas se voir. Et ça peut parfois poser la question de se dire, voyons que lui, il prend plus de temps. Il faut lui réexpliquer 5 fois. Il a eu, le meilleur exemple, c'est il a eu un siège, il a eu un aménagement technique spécial, c'est parce qu'il est favorisé, c'est le chouchou, etc. Donc, d'expliquer au collectif de travail les besoins et le pourquoi et comment ça va se mettre en place, c'est hyper important. Et en termes d'intégration aussi de l'apprenti, c'est l'idéal. Donc ça, c'est sous réserve que votre apprenti soit OK pour en parler. Et donc, comme on l'a dit, en tout cas, il y a la possibilité, en mobilisant les aides financières de la GFIP, d'adapter les postes dès l'intégration si cela est nécessaire. Uniquement 10% des personnes en situation de handicap ont besoin d'un aménagement de poste. Donc, c'est pas non plus, d'un aménagement technique. C'est pas non plus obligatoire à chaque fois. Pour terminer mon intervention Cap Emploi, je me permets de faire un petit focus sur le réseau pour l'emploi parce que vous allez en entendre de plus en plus parler. Avant, on parlait du service public pour l'emploi qui va se transformer en réseau pour l'emploi et qui est vraiment au service des employeurs. Donc, c'est une coordination et un rapprochement entre France Travail, les missions locales, Cap Emploi et également les dispositifs propres à chaque département. Donc, on travaille depuis toujours tous en concertation, mais là, d'autant plus dans les mois et années à venir, à la fois sur des coordinations, mais également l'utilisation d'un seul logiciel informatique, la mise en avant des complémentarités d'offres de services, etc. Également des comités nationaux départementaux. Le pourquoi est-ce que je souhaitais en parler déjà? Parce que ça permet de se projeter aussi sur le suite, si vous entendez parler du réseau pour l'emploi, mais également parce qu'en termes de sourcing de candidats, vous pouvez nous mobiliser et le besoin sera diffusé à l'intégralité du réseau pour l'emploi. Voilà pour Cap Emploi. Merci à tous.
Alors, pour avoir Et des... du coup, Merci. Eric, je te redonne la main, évidemment. D'accord. Alors, pour avoir des belles histoires, il faut se rencontrer, hein. Les occasions de rencontre ne manquent pas, mais c'est pas toujours évident. Et donc, pour participer à ces rencontres et faciliter l'intermédiation, bien grand mot, mais voilà, c'est pour résumer la rencontre entre les candidats et les employeurs qui recrutent. Eh bien, le l'OPCO développe depuis une petite année maintenant le hub de l'alternance. Donc, je vous invite à y aller pour, vous, entreprises, déposer vos offres, hein, vos offres d'emploi. On en compte environ déjà 2500, un peu plus de 2500 aujourd'hui. Et pour surtout avoir accès à des candidats, hein, jeunes. Aujourd'hui, on a un peu plus de 4000 profils de jeunes qui sont déposés sur notre hub. Donc, notre objectif, c'est évidemment pas de révolutionner le système de la mise en relation, mais de participer grâce à des géolocalisations de jeunes, d'offres de formation, d'offres d'emploi, donc d'être présent sur les territoires pour matcher, hein. Vous allez revoir ce slogan un petit peu assez souvent dans les semaines qui viennent, puisque vous allez recevoir des push mails, des affiches, etc. Donc notre objectif, c'est vraiment de contribuer à la mise en relation en vous donnant aussi des outils. Vous verrez dans l'espace entreprise un outil spécifique justement sur le handicap. Pour déposer une offre d'emploi, c'est très simple, hein, ça ne prend pas plus que 4 minutes, montre en main. Vous avez en plus maintenant à votre disposition votre conseiller, le conseiller OPCO, qui a la vocation aussi et possibilité de déposer une offre d'emploi pour votre compte. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Vous pourrez consulter, repérer des profils, je vous dis, grâce à la géolocalisation, soit des profils mis par des jeunes eux-mêmes lors des salons, des forums auxquels on peut participer, ou des jeunes qui peuvent le faire de façon autonome, mais aussi des profils déposés par des CFA. Hein, vous savez que les jeunes peuvent s'inscrire dans des CFA sans forcément avoir encore trouvé d'entreprise. Eh bien, nous insistons fortement, les CFA, à mettre le profil de ces jeunes sur le hub pour faciliter la conclusion des contrats. Vous aurez également accès à notre simulateur pour estimer le coût du recrutement et les aides dont vous pourrez bénéficier, tout en restant informé grâce à nos ressources. Voilà, alors parmi ces aides, il y a celle de l'AGEFIP, on en parle tous depuis tout à l'heure. On va enfin savoir maintenant, Florence, grâce à toi, quelles sont ces fameuses aides de l'AGEFIP. Je te passe la parole. Il faut brancher ton micro, le micro, Florence. Le micro. Merci, Eric. Les aides à l'alternance, c'est une façon pour l'AGEFIP de soutenir finalement l'alternance. Alors pourquoi l'AGEFIP a décidé de soutenir l'alternance? Elle n'est pas toute seule, hein, l'AGEFIP à soutenir ces dispositifs. On est nombreux avec nos partenaires et l'État. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est convaincu, hein, que l'alternance, c'est un tremplin vers l'emploi. C'est quelque sorte une voie d'excellence. Et comme pour l'ensemble, je dirais, des publics, l'alternance, c'est vraiment une réponse qui est particulièrement efficace pour soutenir l'insertion, l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et je pense notamment à celles qui sont en reconversion professionnelle, et il y en a beaucoup parmi les personnes handicapées. Donc, on a des aides et des services qui sont destinés donc à soutenir, hein, les employeurs, et puis aussi à sécuriser les parcours des alternants. Donc, vous trouverez sur le site de l'AGEFIP un kit de communication dédié à l'alternance. Et puis, j'aime bien aussi dire que, parce que ce sont des chiffres, et les chiffres sont têtus, suite à une évaluation qui a été effectuée par l'AGEFIP en 2021, 85% des employeurs privés nous disent être prêts à renouveler l'expérience d'alternants en situation de handicap. Alors, parlons concrètement des aides financières de l'AGEFIP, hein, donc pour soutenir les employeurs à recruter une personne en situation de handicap. L'AGEFIP, elle propose une aide qui est dite incitative à la conclusion d'un contrat d'alternance. Donc cette aide, elle est valable pour tout contrat d'une durée minimum de 6 mois et d'une durée hebdomadaire au moins égale à 24 heures. Et le montant de l'aide, il est fonction de la durée du contrat, donc il est proratisé en fonction du nombre de mois et à compter du 6e mois. Donc au maximum, vous pouvez percevoir jusqu'à 4 000 € pour un contrat d'apprentissage et 5 000 € pour un contrat de professionnalisation. Pour cela, vous devez déposer un dossier dans les 6 mois maximum après la date d'embauche.
Et puis, je voulais aussi vous signaler que cette aide, elle peut être prolongée en cas de redoublement ou de mention complémentaire, en cas de préparation à une qualification de niveau supérieur. Et que donc la demande, elle est faite obligatoirement par l'employeur par le biais d'un portail, un nouveau portail de la GFIP dont je vous montrerai tout à l'heure grâce à un lien qui est présent sur une autre slide. Donc ensuite, là, vous avez sur la prochaine slide un tableau récapitulatif des aides à l'alternance, du montant des aides à l'alternance. Donc l'aide, elle est proratisée en fonction de la durée du contrat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que nos aides sont cumulables avec les aides de droit commun et avec aussi les autres aides de la GFIP. Je pense notamment à l'aide à l'aménagement du poste de travail, quand il y a un écart entre les exigences du poste de travail et puis les aptitudes des collaborateurs, il est possible de financer des aménagements pour compenser le handicap et puis évidemment, in fine, de sécuriser le parcours formatif. Par ailleurs, donc la GFIP met à la disposition des employeurs une offre beaucoup plus globale pour à la fois donc les informer, les outiller, les accompagner dans la mise en place de leur politique d'emploi handicap. Et donc, on a un catalogue d'aides et de services qui est mobilisable à toutes les étapes du parcours de la préparation à l'accès au maintien dans l'emploi en passant par l'évolution dans l'emploi. Donc, on vous a mis ici tous les liens qui vous permettent d'avoir accès alors évidemment aux aides à l'alternance. On a aussi également un simulateur, mais de manière plus globale, à notre catalogue d'aides et de services propres à la GFIP. Alors, sur le volet professionnalisation, la GFIP maintenant dispose d'une plateforme de professionnalisation qui vous permet, en tout cas qui permet à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances et leur pratique en matière de handicap, de bénéficier de modules. Ces modules sont en ligne, ils sont gratuits et ils sont accessibles en continu. Donc là encore, vous avez le lien permettant d'accéder à cette plateforme. On a également un site qui s'appelle Activateur de progrès. Donc vous avez également à votre disposition sur ce site tout un tas d'outils pour communiquer sur le handicap et sensibiliser aussi en interne les collaborateurs. Et enfin, pour aller plus loin, vous avez également les liens, donc c'est sur la slide suivante, tous les liens pour accéder donc à la fois donc, au site internet de la GFIP, déposer une demande d'aide, déposer une offre d'emploi, puisque la GFIP dispose également d'un job board, et puis enfin un lien pour contacter la délégation régionale de votre territoire. J'en ai fini pour ma part. Et je cède la place, je crois, à nouveau à Eric. Oui, merci Florence. Donc pour terminer, en gros, vous voyez que vous avez quand même de nombreux acteurs autour de vous qui sont là pour vous aider, vous rassurer, voilà, faciliter et répondre à toutes vos questions. C'est vraiment notre credo, et notamment vos conseillers au COEP. Il y en a plus de 250 en France, partout, que vous pouvez contacter soit par mail, soit en les appelant. On vous mettra également le lien, contactez votre conseiller pour leur envoyer un mail. Mais ils sont vraiment à votre disposition pour parler notamment de ces questions-là, du handicap, mais de plein d'autres questions aussi dans le cadre d'adaptation des besoins en compétences de vos entreprises. Nous sommes implantés partout en France, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Maintenant, je pense que c'est le temps d'échange. Donc, alors, je vois qu'il y a des questions. Oui. Je ne sais pas qui gère les questions. C'est toi, Shaoul? Alors effectivement, il y a une question notamment sur la mise à disposition du support. Donc ça, effectivement, le support vous sera mis à disposition. Donc je pense qu'on y a déjà répondu. Alors à un moment, il a été évoqué le temps partiel. Mais lorsqu'il est à l'école, il sera bien à temps plein ou non? Donc par rapport au contrat de temps partiel, je pense que c'était ça la question. Oui, alors je parle sous contrôle des spécialistes, mais pour moi, le temps partiel, il se calcule au global, c'est-à-dire temps d'école plus temps en entreprise. Ça ne peut se faire que sur avis et confirmation du médecin du travail. Ça ne peut pas se faire automatiquement et de façon autonome entre l'entreprise et la personne elle-même. Donc, il faut bien que ce soit validé par la médecine du travail, et donc il est bien calculé ce temps partiel sur
la globalité, puisque l'objectif, c'est quand même de faire obtenir le diplôme. Donc, on ne peut pas trop en tout cas, on ne peut pas rabioter sur le temps de formation. Il faut qu'il obtienne le diplôme. Et puis, la variable d'ajustement, c'est le temps en entreprise, mais ça doit se faire en concertation entre la personne, le chef d'entreprise et le CFA également, et puis la médecine du travail. Alors, il y a une autre question. Alors, bonjour, je vais effectuer un recrutement d'apprentissage d'une personne RQTH de 40 ans qui devrait travailler dans l'entreprise 4-5 jours, soit 80%, avec une semaine au centre de formation et 3 semaines en entreprise. La personne recrutée souhaite travailler à 80% en entreprise car elle craint la fatigue engendrée par ce contrat d'apprentissage. Quid de sa rémunération? Pourrais-je la rémunérer à 80% du montant du SMIC? Est-ce que Claire, tu souhaites intervenir ou... Oui. Oui. Oui, en tout cas, du coup, en termes de rémunération, donc elle sera adaptée au temps de présence. Et après, c'est voir par rapport justement à cet apprentissage, la possibilité que ce soit que les 20% soient prolongés par rapport à une durée ordinaire du contrat. Mais oui, la rémunération sera bien sur le temps de travail. Par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement un souhait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se mettre d'accord entre employeurs et personnes sur ce temps partiel. Il faut qu'il soit validé par la médecine du travail. Oui. Alors, je vois dans le fil de conversation, il y a une question sur les contrats pro. Est-ce que les contrats pro n'ont pas été suspendus? Ça, je pense qu'il y a une question là-dessus, parce que c'est vrai que je pense que dernièrement, il y a vraiment un focus sur le contrat d'apprentissage aménagé. Est-ce que Florence, tu souhaites intervenir ou Eric? Le contrat de professionnalisation, je ne crois pas qu'il ait disparu, ou alors j'ai loupé un épisode. Par contre, je pense que ce sont les aides au contrat de professionnalisation. Alors là, pour le coup, je ne parle pas des aides à la GFIP, qui pour l'instant sont maintenues, mais plutôt sur le volet des aides de droit commun. Je pense que pour le contrat de pro, malheureusement, l'aide a disparu. Mais peut-être que Claire... Non, c'est ça. Alors, ouais, j'ai pas eu beaucoup plus d'informations. Il faut qu'on creuse, qu'on investigue un peu plus. Mais en effet, les aides de droit commun n'existent plus. Alors, je vais venir un petit peu amender. Il y a une aide. Il y a l'aide exceptionnelle, en effet, qui a été annulée de 6 000 €, mais elle était exceptionnelle. Elle avait été mise en place au temps du Covid et donc maintenant, elle n'existe plus. Mais il y a toujours des aides de droit commun de 2 000 € pour les contrats de professionnalisation au-dessus de 26 ans. Il peut aussi y avoir 2 000 encore plus pour des personnes de plus de 45 ans. Donc, voilà, il y a toujours des aides au contrat de pro. Il n'est pas suspendu. Il ne faut surtout pas croire qu'il disparaît. Nous, sur les 200 000 on va arrondir, allez, j'arrondis à 200 000 contrats que l'on prend en charge à l'OPCO-EP tous les ans. Il y a environ toujours un dixième de contrats de pro, donc environ 20 000. Donc, c'est un dispositif qui existe toujours, qui est un peu plus souple que le contrat d'apprentissage, notamment dans sa reconnaissance. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, qui peut s'adapter aux personnes porteuses de handicap, justement, parce qu'il est souple, parce qu'il permet aussi la prise en charge et la valorisation d'une formation interne. Monsieur Froger le disait bien tout à l'heure, c'est du temps supplémentaire à consacrer aux personnes. Donc, si on peut valoriser ce temps, eh bien, le dispositif qui le permet, ça peut être le contrat de professionnalisation. Il faut en discuter avec votre conseiller. Tout est une affaire d'ingénierie et de construction de parcours. Voilà, mais il y a toujours des aides. On peut toujours faire des contrats de pro. N'hésitez pas à nous en parler. Alors, une nouvelle question. Alors, je crois que c'était Claire tout à l'heure, tu as parlé de la visite de la médecine du travail. Donc là, il y a une question. Est-ce qu'il faut nécessairement faire une visite de la médecine du travail en amont de la signature du contrat d'apprentissage? Bien, de toute manière, vous pourrez pas faire parce qu'il faut qu'il y ait la déclaration unique à l'embauche qui soit faite. Vous puissiez ensuite prendre contact avec, inscrire votre apprenti à la médecine du travail. Donc, il faudra qu'il y ait déjà la création du contrat, enfin la création administrative du contrat. Donc, elle ne sera pas faite avant, mais dès que vous avez fait votre déclaration unique à l'embauche, oui, il faudra inscrire l'apprenti pour qu'il puisse passer le plus rapidement possible.
Alors, j'ai une nouvelle question. Oui. Alors, pour le Si coup, je fais juste une précision sur cette oui, question-là, c'est parmi les statistiques qui nous sont communiquées, c'est environ un jeune sur deux en apprentissage qui ne passe pas, en tout cas dans la région Hauts-de-France, qui ne passe pas la visite médicale d'embauche. Donc c'est beaucoup trop, c'est absolument pour des raisons justement, comme le disait Claire, d'inscription notamment. Hein, bon, c'est pas la seule, mais parfois le système d'inscription est un peu compliqué pour un chef d'entreprise qui n'a pas l'habitude de faire ces démarches-là. Qui peut être parfois aussi rebuté par le fait d'avoir essayé, d'avoir été éjecté du système. Enfin voilà, c'est un peu compliqué parfois, mais donc je vous incite, si vous avez des apprentis ou des alternants ou des jeunes, donc à faire passer cette visite, et notamment là si ce sont des personnes porteuses de handicap, c'est pratiquement obligatoire. Oui. Alors, il y a une question encore, je pense, sur le comparatif. En quoi le contrat pro est-il plus souple dans le cas du handicap? Moi, je ne pense pas, mais Eric, tu souhaites... Ouais, il n'est pas plus souple dans le cadre du handicap spécifiquement, il est plus souple globalement, vu qu'il n'est pas obligatoirement à visée diplômante, hein, notamment, c'est de ses souplesses principales. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur une reconnaissance qui peut être dans le cadre de la convention collective de l'entreprise, par exemple. Hein, et donc, voilà, c'est sa souplesse principale. Donc, on n'est pas tenu forcément à un référentiel de diplôme, et donc à un nombre d'heures obligatoire. Il y a un nombre d'heures obligatoire minimum, mais qui n'est pas figé dans le marbre par une reconnaissance diplômante. Hein. Donc, c'est dans l'organisation également, ça peut être un petit peu plus souple, notamment, comme je vous le disais, avec l'organisation, pourquoi pas, de formation interne. Hein, sortons les grands mots aussi, pourquoi pas de l'AFEST, hein, la formation en situation de travail. Eh bien, voilà, c'est dans sa modalité aussi un contrat qui peut être plus souple. Il faut y réfléchir, qui demande un peu plus de temps. Hein. Donc, si ce n'est pas figé dans le marbre dans le cas d'un diplôme, d'un autre côté, il faut y réfléchir un petit peu plus longtemps en construisant un parcours un peu différent. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il est un peu plus souple, mais pas forcément pour les personnes en situation de handicap, mais cette souplesse peut, à mon avis, favoriser la conclusion pour ces personnes. Alors aussi, il y avait sur la notion de confidentialité sur les données liées au handicap, une question. Comment parler du handicap avec les équipes alors qu'il s'agit d'éléments confidentiels et médicaux? Je crois que tout à l'heure, ça a été évoqué. Monsieur Froger, dirigeant de l'entreprise Fan de Pain, l'a fait avec son équipe collectivement. Donc, est-ce que Claire ou Jean-Michel, vous souhaitez intervenir? Bah, Bah, il faut au moins prévenir qu'il y a une différence et qu'il faut la prendre en compte. On n'est pas obligé de dire que, il a un handicap important, mais qu'il y a des différences qu'il faut prendre en compte pour ce qu'on va effectuer. On n'est pas discriminatif à dire bah, il a des tocs, bah, il a des trucs. Non, on est une équipe, on prend toute l'équipe, on est tous concernés sur une différence, pas sur un handicap profond, par exemple. Mais j'ai reçu dans mon entreprise des jeunes autistes et aussi des jeunes retirés de la scolarité. Euh, Quand je présentais à l'équipe, je leur disais autiste. Pour eux, le mot, bah, déjà, ils ne connaissaient pas. Ça correspond à quoi? Ça fait quoi? Donc, je passais doucement en leur disant, attention, tu peux lui faire voir, il va y avoir un manque de concentration. À toi de rester tempéré, de lui refaire voir parce qu'il a lâché un bout et de revenir sur le début. Je pense il faut en parler, mais avec des mots différents que les mots choc, handicap, assisté. Tout ça, ces mots-là ne doivent pas exister quand on présente à l'équipe. Il faut en prendre en compte, mais sur une différence et non sur un handicap. Oui, Si, il y a Céline. une autre question, notamment sur le cheminement. Est-ce on va être sur la déclaration préalable à l'embauche, puis la visite médicale et la signature du contrat d'apprentissage ensuite? Est-ce qu'au niveau de la périodicité, on doit être forcément sur cet ordre-là? C'est un processus que je maîtrise moins, mais Oui. normalement, la visite, à mon avis, la suite du contrat, hein, de la signature du contrat. Enfin, l'acte fondateur, c'est la signature du contrat. Hein. Par contre,
donc voilà, on signe le contrat, la visite médicale, la déclaration préalable à l'embauche, elle doit être faite logiquement juste avant, enfin en tout cas, il y a un délai très court pour que ce soit fait, et puis ensuite la visite médicale. Voilà. En fait, l'accès aux services de santé au travail sera possible à partir du moment où il y aura eu la déclaration à l'URSSAF. Voilà, informatiquement, administrativement parlant. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que sur un contrat d'apprentissage, alors on revient au contrat d'apprentissage, mais il y a plusieurs dates, hein. Il y a la date de signature, il y a la date de démarrage, il y a la date de démarrage de la formation. Donc, on peut parfois avoir une conclusion de contrat qui est bien avant la date de, pas bien avant, en tout cas avant la date de démarrage du contrat lui-même, hein. Et donc, c'est vraiment dans cet intervalle-là qu'il faut valider toutes les choses, et notamment si projet de recours à ce temps partiel, eh bien, ce recours-là, il faut profiter de cette période-là. Alors, j'ai une nouvelle question. Je vois qu'il est midi. Peut-être on va peut-être l'étudier. Pour le cas où la démarche de reconnaissance euh, en qualité de travail handicapé est en cours de renouvellement pour une personne qui a plus de 30 ans, quelle démarche doit-on effectuer pour bénéficier de la procédure accélérée permettant de signer un contrat d'apprentissage? Est-ce qu'il y a Moi, une je ne procédure connais pas. accélérée? Ça, Moi, je ne connais pas la c'est... procédure accélérée de. En tout cas, la démarche, elle doit se faire auprès de la MDPH, ça c'est Oui. sûr, pour la RQTH. Oui. Et donc, ça a été abordé, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des équivalents à la RQTH pour tous les contrats signés à partir du 1er janvier 2024. Après, effectivement, la procédure accélérée, ça, on n'a pas de date. Après, l'instruction d'un dossier de demande de reconnaissance est variable d'une MDPH à l'autre, hein. Même sur un territoire comme la Normandie, selon les MDPH, on peut être sur un délai d'instruction de dossier de 4 mois jusqu'à 18, sans nommer les départements concernés. Donc, et même pour une demande de renouvellement de RQTH. Selon les démarches qui sont prévues, ce qui peut être bien, en tout cas, c'est le bénéficiaire va recevoir un accusé de réception de la part de la MDPH, comme quoi son dossier est bien pris en compte. Donc, cet accusé de réception, il peut servir selon les situations. Donc, ça peut être un premier pas, on va dire. Et vous pouvez également en informer les Cap Emploi, enfin le Cap Emploi de votre département, voir si la personne est connue par les services de Cap Emploi. Alors après, je dis surtout pas qu'on va pouvoir faire la pluie et le beau temps, mais on participe aux commissions départementales donc de la MDPH, donc il peut y avoir voilà, selon les situations, ça peut être favorable, mais voilà. Déjà, l'accusé de réception de la demande de RQTH ou de renouvellement et en parler avec votre Cap Emploi. Ok, après, il y a peut-être une dernière question, mais je pense qu'on a la réponse. Y a-t-il un ordre pour engager le dossier? Le dossier doit-il être engagé en premier lieu avec AGFIP ou avec l'OPCO-EP? C'est bien l'OPCO-EP qui engage les dossiers pour les contrats d'apprentissage. Je te laisse peut-être compléter, Eric. Non, c'était très bien, Shaul. Et après, effectivement, il y a les aides qui peuvent être sollicitées auprès de l'AGFIP. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il faut anticiper, hein, voilà, plus on s'y prend en amont, plus on pourra permettre à l'entreprise de bénéficier des aides disponibles, de voir les aménagements nécessaires. Voilà. N'attendez pas qu'un contrat soit déjà conclu, voire démarré pour nous le transmettre, hein. Plus on est sollicité, plus les différents partenaires autour de la table sont sollicités en amont, mieux ça vaut, toujours. Et de mon côté, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions.
Donc, moi, je vous remercie. Enfin, je remercie Monsieur Froger, je remercie Florence de la GFIP, Cap Emploi, enfin Claire de Cap Emploi et bien évidemment mon collègue Eric des Hauts-de-France. Donc, pour la fluidité et la qualité de vos interventions. Donc, voilà, peut-être un dernier mot pour Jean-Michel, peut-être. Oui, j'aimerais poser une question en fait. Depuis tout à l'heure, on parle d'apprentissage, d'aide à l'apprentissage, obtention du diplôme. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il reste dans l'entreprise? On engage un CDI? Est-ce qu'on est aidé pour un CDI? Ou on profite du temps d'apprentissage et terminé? Est-ce qu'il y a une continuité et un suivi pour les entreprises qui veulent garder en CDI? Il y a un accompagnement en fait qui peut se faire auprès de l'employeur, hein, pour pérenniser le, le- la situation, qu'elle soit en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Par contre, il n'y a pas d'aide incitative à la pérennisation du contrat. Mais pour autant, il y a tout un écosystème emploi et handicap dont font partie évidemment les Cap Emploi pour assurer un accompagnement, un suivi. Alors, il n'y a pas que Cap Emploi, il y en a plein d'autres. Mais voilà, on est là pour accompagner. C'est pas juste du one shot, on vous aide à recruter. On est là aussi sur le maintien dans l'emploi euh, au-delà du contrat. D'où cette question Et, et, euh, d'apprendre, mais de garder, de et faire un alors, CDI derrière. statistiquement parlant, il y a un taux de pérennisation, je crois que c'est 52%, mais il faudrait que je vérifie quand même le chiffre, mais je crois que c'est 52% de taux de pérennisation en CDI suite à un contrat d'apprentissage en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. J'ai pas le chiffre pour le tout public. Très bien, merci. En Pour tout le tout cas, public, c'est plus merci. important, hein, puisque bon, c'est bien l'objectif. Hein, c'est l'insertion, c'est un premier pas quand même important. C'est un mode d'insertion aujourd'hui qui est à privilégier absolument. Hum. L'apprentissage, même si c'est pas le seul, en tout cas, voilà, c'en est un qui permet vraiment l'insertion des jeunes. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi tous, je pense. Et merci pour Monsieur Froger pour l'émotion que vous avez mis dans votre Merci. témoignage qu'on a senti au début. Voilà, on sent Merci la force beaucoup du pour. lien que vous avez avec vos salariés. Exactement, c'est Merci. important. Votre expérience effectivement avec Jarod, effectivement, enfin pour finir, on intervient aussi bien en amont, pendant et après le contrat d'apprentissage pour l'insertion durable de ces personnes-là dans la vie active. Très bien. Merci, Merci. merci à vous. Je vous dis à Merci. bientôt. Merci, d'autres au fois. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.